Bonjour à tous et bienvenue pour ce second podcast, qui sera consacré à la Pax Romana. Donc c'est toute les Pax Romana et après. Donc c'est toute l'époque finalement gallo-romaine, vraiment, entre la conquête de la Gaule par Rome, par Jules César qu'on a vu dans le premier épisode, et l'arrivée des Francs et surtout du premier roi des Francs, vraiment, Clovis. Pourquoi ne pas envoyer tout de suite avec Clovis? C'est qu'il y a quand même 500 ans qui séparent ces deux époques, donc en moins 51, conquête définitive de la Gaule, et l'arrivée des Francs à la fin du 5e siècle, donc vers 500. Ça aurait été se passer de beaucoup de choses qui finalement ont fait vraiment... Alors, on fait la France, pas vraiment, mais on fait le français plutôt. Car bon, le peuple français est quand même un agrégat de plein de migrations tout au long de l'histoire, et surtout des migrations qui sont quand même beaucoup étalées dans le temps. Mais la principale, c'est vraiment ce côté gallo-romain qui va agréger le côté franc. Voilà. Vraiment, les deux vont se mettre ensemble. Et donc, c'est important de connaître cette époque gallo-romaine aussi. Puis, toute cette époque de l'Empire romain flamboyant, gigantesque, elle est très très intéressante. Donc, je vous avais quitté donc à 51. La Gaule n'est plus indépendante. Elle est conquise par César. Elle est donc rattachée à ce qui est encore la République. Donc, les Gaulois ne sont pas des citoyens romains. C'est vraiment des citoyens conquis à ce moment-là. À peu près 25 ans plus tard, en moins 27, il y a un grand chamboulement, c'est que la République romaine devient un empire. Donc c'est Auguste qui est le premier empereur romain. Il s'appelait Octave à la base, il se fait couronner empereur, on va dire, et devient Auguste César. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ces deux systèmes finalement qu'on va retrouver de nombreuses fois dans l'histoire. Bon, la République, on va la quitter et puis elle réapparaîtra pas avant très longtemps, avant le 18e, mais l'Empire, il va en avoir un paquet. Donc, il me semble important de vous expliquer un petit peu ce qu'est un empire. Donc un empire, ça a forcément une notion de conquête, donc pas forcément en tant qu'empire, mais en tout cas ça vient souvent couronner des conquêtes. C'est-à-dire qu'un empire, c'est grand, déjà. C'est très grand. C'est très grand parce que ça comporte plusieurs nations. Donc des nations, c'est pas vraiment un pays, une nation, parce que vous pouvez avoir une nation sans pays. Ça serait plus un territoire donné à un peuple donné. Quelque part, si on résume très rapidement. Donc vraiment l'empire, c'est ça. C'est un agrégat de nations différentes. Et c'est ce qui fait que quelque part, les empires sont destinés à disparaître. Parce qu'un agrégat de nations, bon, c'est mon point de vue, mais c'est aussi, quand vous regardez l'histoire, il n'y a aucun empire qui a duré. Et bon, il y a des empires qui ont duré très longtemps, mais au bout d'un moment, ça se casse la gueule. Et ça vient des invasions extérieures, mais encore plus souvent des troubles intérieurs, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui veulent justement leur nation, ils veulent s'émanciper de ça. Donc pour revenir à notre empire et du coup à l'intégration gauloise, comment elle se passe au début, les Gaulois sont très mitigés, on va dire. Donc encore une fois, comme j'ai insisté là-dessus dans le premier épisode, c'est que la Gaule n'est pas unie du tout. Il y a beaucoup de peuples différents, les Arvernes, tout ça, on les a vus. Donc il y a quelques peuples à qui ça plaît pas, ils veulent pas accepter la défaite. Et donc en moins 20, moins 10, avant Jésus-Christ, il y a encore des petites escarmouches, quelques peuples qui se rebellent. Le problème, c'est que, le problème pour eux, en tout cas, c'est que l'Empire romain est vraiment trop puissant. Il y a rien à faire face aux légions, qui sont vraiment les meilleures troupes de l'époque. Elles sont organisées, elles sont nombreuses. Donc il y a quelques rébellions, mais qui vont vraiment pas plus loin. Finalement, ça se calme. Et c'est là qu'on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle la Pax Romana. Donc c'est à peu près de 0 jusqu'en, on va dire, 250. Donc c'est 250 ans qui, pour l'Empire romain,
représente une période de prospérité et presque de paix. Donc il y a encore les barbares bien sûr qui viennent chahuter, on va dire, mais sur les frontières vraiment, donc à l'extérieur de l'Empire, donc ils viennent principalement au-delà du Rhin, donc ce qui est l'Allemagne maintenant, et surtout aussi de la Perse. Donc la Perse, c'est l'Iran, hein, vraiment, donc c'est par exemple à l'est de la Turquie maintenant. Et toute cette Perse là, il y a des chances qu'on en reparle parce que c'est vraiment, c'est un petit peu comme la Germanie, l'Allemagne, c'est vraiment un foyer de peuple. Ça, on sait pas d'où ils sortent, ça en vient. Et les Romains ont eu beaucoup de mal. C'est une des seules conquêtes qu'ils n'ont pas pu mener. Ils sont plusieurs généraux à s'y être essayés. Ils n'ont pas réussi à conquérir la Perse. Pour les Gallo-Romains, pardon, du coup, la vie se fait douce. Voilà, on a les avancées technologiques romaines. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, les aqueducs, les routes, tout ce qui est l'aqueduc, du coup, ça amène de l'eau tout simplement. Donc, ils avaient pas l'eau potable dans leur maison, mais ils avaient des bains, des thermes. Voilà, on est à beaucoup de loisirs, une société du loisir aussi qui se développe. Ça sera finalement c'est un rapprochement qu'on peut faire avec notre époque moderne. C'est qu'à part Rome, je parle en Europe bien sûr, à part Rome et maintenant, il n'y a pas eu cette société du loisir. Tout entre les deux finalement, ça sera le Moyen-Âge, tout ça, ça sera plus la société du labeur. Après, faut pas le voir comme une fin en soi, cette société du loisir. Elle peut amener, et c'est ce qu'elle aura fait avec l'Empire romain, et c'est ce qu'on peut peut-être voir maintenant aussi, une espèce de, on pourrait dire une faiblesse en quelque sorte, parce que le loisir, c'est facile, mais on peut perdre les valeurs du travail ou les valeurs ou d'autres valeurs qui peuvent être importantes en tout cas pour consolider une société. Voilà. Donc le valeur du loisir avec tous les cirques, bien sûr, du pain et des jeux. Voilà, je sais plus quel empereur romain qui disait ça, mais c'était pour maintenir finalement son peuple sous son joug, il lui suffisait du pain et des jeux. Et ça c'est valable pour toute l'histoire quelque part. Voilà. Tant que le frigo est rempli et qu'on a de quoi s'amuser, on va pas trop gueuler. Donc nos Gallo-Romains, eux, ils sortent, c'est tout nouveau pour eux parce que c'est vraiment les Gaulois, bien sûr on en a l'image de barbares, donc c'est un petit peu vrai déjà dans leur manière de se battre, c'est sûr, et dans leur vie aussi, beaucoup en rapport avec la nature, avec les éléments. Donc toute leur religion, toutes leurs différentes divinités, c'était vraiment là-dessus. Et les Romains, ils vont se servir de ça pour vraiment les incorporer dans l'Empire, donc toujours pas en tant que citoyens romains, mais pour qu'ils fassent pas d'esclandre, on va dire. Et ils vont carrément créer tout un panthéon de divinités gallo-romaines, vraiment qui leur sont propres. Donc ça va être les grandes divinités romaines, donc Jupiter, voilà les dieux comme ça, qui vont être un petit peu adaptés aux anciennes divinités gauloises. Voilà. Donc je sais pas, Bélénos, les autres dieux comme ça, voilà. Ce qui fait que pour les Gaulois, ça va être à la fois nouveau et ancré. Voilà, il y aura les racines vraiment, et ils vont adhérer à ce nouveau panthéon, voilà, auquel on rajoute une divinité, et non des moindres, c'est Auguste, tout simplement, le premier empereur romain qui est élevé au rang de dieu pour les Romains et pour les Gallo-Romains. En preuve de cette intégration des Gaulois, c'est qu'en 48, donc un siècle après l'annexion de la Gaule par Jules César, il y a des Gaulois carrément qui rentrent au Sénat. Donc le Sénat, c'est un petit peu comme nous, maintenant ça serait l'Assemblée nationale, sauf qu'on est quand même dans un empire, donc il y a le grand chef, mais l'empire ne signifie pas, c'est comme finalement la monarchie, qu'on verra vraiment plus tard, ça ne signifie pas, sauf en de rares moments, mais c'est pas forcément absolu. Je veux dire, il y a des chambres, il y a du parlementarisme, et c'est exactement ce qui se passe dans cette Gaule romaine. Du coup, avec certains Gaulois qui rentrent au Sénat. Donc les Gaulois se font leur place dans cet empire,
Et finalement, ils s'y sentent plutôt bien. Donc il y a encore une fois toujours des barbares qui viennent essayer de pénétrer les frontières de l'Empire, mais pour le moment ça tient. Ça tient jusqu'en 250 à peu près. Là, en 250, l'Empire justement commence à... Bon, ça fait longtemps qu'il existe, hein, c'est vraiment un empire depuis au moins 220 ans, ce qui est quand même énorme. Donc en 250, l'Empire commence un petit peu à s'effriter. Disons que les barbares se font de plus en plus pressants. Ils poussent, les Romains ont de plus en plus de mal à les repousser. Et il y a un empereur qui va changer pas mal de choses, c'est Dioclétien, en 295. Lui, il voit que l'Empire, il est à deux doigts de se casser la gueule. Et il va finalement faire quelque chose qui va le sauver dans l'instant, mais qui va amener un peu l'Empire à sa perte pour plus tard, c'est il va le diviser. Donc il sera toujours l'empereur, l'Auguste, comme on dit, du coup en hommage au premier empereur, mais il va en nommer un second qui va s'occuper de toute la partie orientale, donc de tout l'Est. Voilà. Et lui s'occupera de tout l'Ouest. En plus de ça, chacun des deux va désigner un général qui va encore s'occuper d'une subdivision. Ça fait que l'Empire, c'est toujours l'Empire romain, mais il est divisé en 4 dans les faits. Et ça va être le début de la fin. Car 100 ans plus tard, en 395, l'Empire romain se sépare pour de bon en deux. Là, c'est maintenant deux entités, donc l'Empire romain d'Occident, donc par chez nous, avec Rome, et l'Empire romain d'Orient, donc tous les Balkans, la Grèce, la Turquie, avec pour capitale Byzance. C'est donc ce qui deviendra l'Empire byzantin. Et ces deux empires, ils vont avoir des destinées bien différentes de 1000 ans, à peu près. Vous avez l'Empire d'Occident, le nôtre, on va dire, qui va couler. Et en 476, il disparaît, complètement. Il disparaît parce que les barbares, finalement, il y a eu beaucoup d'intrusions barbares, et les empereurs romains ont été obligés de faire des compromis, forcément. Donc ils ont donné un petit peu de pouvoir par-ci, par-là, et finalement, ces barbares, ils ont réussi, quelque part, avec le temps, à prendre le pouvoir à Rome, tout simplement. Vous rajoutez à ça certains esclaves qui ont réussi aussi un peu à s'infiltrer au Sénat et auprès des empereurs. Vous rajoutez encore à ça des empereurs faibles, et vous avez un empire qui disparaît en 476, fin officielle de l'Empire d'Occident. Je vous disais qu'il y a une différence de 1000 ans avec l'Empire d'Orient, c'est que l'Empire d'Orient, lui, donc l'Empire byzantin, va tenir jusqu'en 1453. Nous avons donc vu la fin de cet empire romain d'Occident. Et au milieu, il y a quand même eu un événement majeur. Enfin, c'est pas un événement, c'est plus sur la durée. Un événement qui va changer radicalement l'histoire du monde. L'histoire de l'Empire romain, l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde. Cet événement, c'est la chrétienté. Donc la chrétienté, où c'est que ça commence? Ça commence en Palestine, territoire
sous le joug des Romains, comme tous les territoires au bord de la Méditerranée. On est donc en 0, à peu près, ou -3, selon certains historiens, ça serait -3, -2. Et donc, vous avez un peuple là-bas, un peuple sémite, du coup, c'est le peuple juif, qui vit donc en Palestine, donc à Jérusalem, vers Jérusalem en tout cas, et il y a l'occupation romaine. Et là naît un petit juif, tout simplement, Jésus. Ce qu'il faut savoir sur la religion juive, c'est que c'est une religion messianique. C'est-à-dire que c'est écrit dans leurs textes et dans leurs croyances, vraiment, ils attendent le Messie. Voilà. Et c'est le Messie qui arrivera et qui fera le ménage un petit peu et sauvera, du coup, les croyants de la bonne religion pour eux. Et là, Jésus, il commence, donc Jésus, vraiment, c'est avéré, il a existé, comme pas mal de prophètes, Mahomet qu'on verra plus tard, où vraiment il a existé. Après, bien sûr, les historiens vont pas se prononcer sur est-ce qu'il a vraiment marché sur l'eau, transformé l'eau en vin. Voilà, ça va un petit peu beaucoup plus loin que l'histoire même. Mais donc Jésus est là et il commence à se révéler prophète en quelque sorte. Voilà, il est suivi. Ça fonctionne bien, c'est plus, on pourrait le voir presque comme un philosophe maintenant, voilà. Ça fonctionne bien. Le problème c'est que ça commence à faire un peu des remous, parce que certains justement, donc apparemment lui ne se serait pas proclamé comme le Messie, mais certains de son entourage, donc ceux qui seront les futurs apôtres par exemple, vont le considérer comme le Messie, tant attendu par la religion juive. Et là du coup ça va faire une grosse scission dans cette religion juive, entre ceux qui considèrent que Jésus est vraiment le Messie, et ceux qui le voient comme un imposteur. Donc, tous les juifs attendent vraiment le Messie, mais il y en a beaucoup, la majorité qui se disent non, c'est pas lui. Va s'en suivre du coup un peu un imbroglio, où l'envahisseur romain, enfin l'occupant romain en tout cas, donc le gouverneur de la province, c'était Ponce Pilate. Il va devoir gérer ça, mais pas d'un point de vue religieux. Il va le gérer d'un point de vue pour garder l'ordre finalement. Et il finit par condamner sous la pression du coup du peuple juif, mais il finit par condamner Jésus à la crucifixion. De là, donc après on rentre vraiment dans le mythe, théoriquement résurrection trois jours plus tard, et ainsi de suite. Mais ça vraiment c'est en dehors de l'histoire. Ce qu'il faut voir du coup, c'est donc finalement les juifs qui pensaient que c'était un imposteur, pour eux très bien, tout est terminé. Mais finalement le message de Jésus, parce que finalement dans l'histoire c'est ça, c'est vraiment le message qui compte, autant dans une religion que dans la philosophie. Le message de Jésus, il va se propager doucement, très doucement, pacifiquement aussi. C'est important, il n'y aura pas de levée d'épée pour la chrétienté, pas en tout cas à cette époque-là. Et même plus tard, c'est beaucoup plus compliqué que du simple fanatisme. Enfin, ça dépend des fois, mais on aura le temps d'y revenir dans 10 ou 15 podcasts. Donc le message va se diffuser dans l'Empire romain, et il est mal accueilli. Il est mal accueilli parce que ça fait une différence énorme. Pour les Romains, il y a plusieurs divinités. Voilà, les Romains et les Gallo-Romains. Il y a beaucoup de divinités, comme c'était le cas pour les Grecs. Et les chrétiens, ils arrivent avec leur religion avec une seule divinité. Donc plusieurs divinités, c'est du polythéisme, et une seule divinité, donc c'est du monothéisme, comme le judaïsme et comme l'islam près de 700 ans après. Donc déjà premier bouleversement, on va dire. Donc les Romains, encore une fois, toujours pareil, bien sûr il y a la question de la foi, mais ça peut pas tout expliquer, il y a aussi la question du maintien de l'ordre. Ils savent pas trop ce que c'est, la religion chrétienne, ils le considèrent comme une hérésie, bien sûr, parce que c'est pas du tout dans la religion officielle, et il va y avoir une grosse répression des chrétiens à l'époque. Cette grosse répression, elle va prendre, son point d'orgue, c'est l'année 177. Et ça se passe à Lyon.
Parce que Lyon est vraiment un des berceaux, en quelque sorte, de ce catholicisme gallo-romain. Donc ce catholicisme qui a pas encore d'église, mais qui vit dans la clandestinité. Et Lyon, il y a en quelque sorte une sorte de rafle, quoi. Les Romains arrêtent un bon nombre de chrétiens, dont une qui est restée un petit peu dans l'histoire, c'est Blandine, donc qui aura été canonisée après, donc qui est Sainte Blandine, et qui aura été, avec d'autres Romains, chrétiens, jetés au lion, tout simplement. Ça va continuer comme ça pour les chrétiens, jusqu'à l'arrivée d'un empereur. Donc qui est, je crois, le fils de Dioclétien, le premier qui a commencé à diviser l'Empire romain. Et cet homme, c'est Constantin Ier. Il arrive au pouvoir en 306. Donc ça fait 350 ans que la Gaule est romaine, là vraiment on est assimilé. Je crois même que les Gaulois sont maintenant des citoyens romains. Il me semble, mais bon. L'Empire il éclate, donc on est après Dioclétien en 295, donc c'est vraiment on est à la fin là, on arrive vers la fin. L'Empire il éclate et il y a plusieurs empereurs qui se revendiquent comme l'empereur, tout simplement, de l'Empire romain. Donc parmi eux il y a Constantin, le bonhomme qui nous intéresse, il y a aussi Maxence. Et ces deux hommes, ils vont se livrer une grande bataille avec leurs troupes, bien sûr, ils vont pas se faire un combat à main nue. Ils vont se livrer une grande bataille au pont Milvius. Et là, selon la légende, Constantin, juste avant la bataille, aurait vu dans le ciel... Alors, c'est un chrisme. Donc un chrisme, c'est le son que et le son re en lettres finalement, qui sont apposés ensemble, et c'est un des premiers symboles de la chrétienté. Il aurait vu du coup ce symbole dans le ciel, et écouté une voix divine qui lui dirait « In hoc signo vinces » par ce signe tu vaincras. La suite, il remporte la bataille du pont Milvius face à son adversaire, est convaincu d'avoir été aidé par la chrétienté pour ça. Dans les années qui suivent, il promulgue l'édit de Milan. Donc l'édit de Milan, ça va faire de la religion chrétienne une religion autorisée. Ça va pas faire de la chrétienté la religion de l'Empire romain, pas encore, ça va arriver, mais ça fait de cette religion une religion autorisée, ce qui change tout pour les pauvres petits chrétiens qui se faisaient massacrer. Et juste avant de mourir, surtout, juste avant de mourir, ça se faisait beaucoup à l'époque, il se fait baptiser sur son lit de mort, juste avant selon sa croyance, de rejoindre Dieu. Et c'est sous l'empereur Théodose. Donc Théodose, il est pas fameux, parce que ça a été le tout dernier empereur de l'Empire romain d'Occident. Donc c'est vraiment celui qui a été obligé de déposer les armes et de mettre fin à cet empire pluricentenaire. Mais cet empereur Théodose, il va faire vraiment de la chrétienté, enfin du christianisme, la religion officielle de l'Empire romain. Encore plus important, il va vraiment rendre illégal le polythéisme. Donc, ça veut dire que tous ces dieux, Jupiter, Vénus, tout ça, interdit. C'est un changement primordial.
Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il advient du coup de nos Gallo-Romains et de la Gaule, leur territoire? Eh bien la Gaule vit des temps troublés, comme l'empire à laquelle elle appartient. Elle vit des temps troublés parce que l'empire romain n'étant plus assez fort, ne pouvant plus défendre ses frontières, c'est la porte ouverte à tout. Vous avez un nombre incalculable de peuples, ils viennent tous de Germanie, c'est facile, qui viennent visiter la Gaule. Donc certains, ils pillent, ils repartent. Vous avez les Visigoths, qui viennent, donc ça s'écrit W-I-S-I-G-O-T-H. Donc Visigoths parce que c'est les Goths de l'ouest. Vous aurez les Ostrogoths aussi, qui viendront aussi faire un petit tour, les Goths de l'est. Les Visigoths, eux, ils traversent la Gaule, carrément, ils vont s'installer en Espagne. Bon, ils la traversent pas comme ça, en petite balade champêtre, ils suivent pas le GR20, et c'est parti. Ils passent, ils rasent, ils pillent, ils violent, ils volent, bon. Et ils s'installent jusqu'en Espagne. C'est vraiment ouais, frontière ouverte, ce moment-là, la Gaule. Vous avez aussi les Vandales, par exemple. Eux, pareil. Ils traversent la Gaule comme si de rien n'était. Ils traversent même l'Espagne, ils vont s'installer en Afrique du Nord. Donc les Vandales, d'où le truc, le mot maintenant qu'on utilise encore de Vandales. C'est qu'ils ont pas fait que du bien sur leur passage. Vous avez aussi des menaces qui viennent de plus loin. Donc pareil, elles arrivent toujours du Rhin, donc de l'actuelle Allemagne, mais elles viennent de plus loin. Je pense notamment à une menace en particulier, que vous connaissez tous. Ce sont les Huns, avec leur chef, Attila, le fléau de Dieu. Donc Attila, lui, il est à la tête de guerriers, on pourrait les qualifier de guerriers hongrois. Voilà, ils viennent d'Europe centrale, et c'est plusieurs peuples, à la fois le propre peuple d'Attila, vraiment les Huns, mais d'autres peuples qu'ils ont combattus, et qui finalement se sont rangés à leur côté, et finalement, Attila, il commence à se faire un territoire bien sympathique, avec presque toute l'Europe de l'Est, par exemple. L'Empire romain, face à ça, il tergiverse un petit peu, parce que c'est vraiment une très grosse menace. Et finalement, c'est presque Attila qui a le dessus, parce que l'Empire romain, il est obligé de lui verser des tributs, il achète sa paix, quoi, il achète ses frontières calmes. Voilà, il donne un peu de, tiens, Attila, prends un peu de pognon, mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est exactement ça. Mais Attila, c'est pas le fléau de Dieu pour rien. Il est, vous savez ce qu'on dit, c'est là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Et cet Attila, il est plein d'ambition, comme la plupart des hommes qui ont eu du pouvoir. Ça attire, forcément. Et il trouve, toujours pareil, comme je vous disais dans le premier épisode, des casus belli. Voilà, ça va plus être dans de la petite politique intérieure romaine, il soutenait un certain empereur qui finalement a été destitué, et ainsi de suite. Et il va carrément venir faire des petites incursions, quoi. Et l'une de ces incursions se passe en Gaule, à l'est. Donc ça se passe vers Troie. Va s'en suivre une très très grosse bataille, qu'on appellera la bataille des champs cataloniques, et qui est la plus grosse bataille en termes de nombre de soldats de l'Antiquité. Cette bataille, elle va opposer qui? Donc Attila, d'un côté, avec certains de ses alliés, donc les Ostrogoths par exemple. Et de l'autre côté, vous aurez un général romain, Aetius, avec ses alliés lui aussi, donc je crois qu'il a des Burgondes, et il a un petit peuple qui est installé en Belgique, donc qui est à mi-chemin, qui est un petit peu sur la Gaule, mais un petit peu, il est toléré par l'Empire romain. Un petit peuple, mais qui vraiment, dans cette bataille, ils vont bien se défendre, mais ils vont pas non plus être les belligérants principaux. Ce petit peuple, c'est les Francs. Et les Francs, tout de suite après cette bataille, ils vont beaucoup faire parler d'eux. Pour revenir à cette bataille, c'est vraiment l'Empire romain agonisant et ses alliés contre un envahisseur qui finalement représente un peu tous les autres envahisseurs qu'il y a eu, tous les autres barbares entre guillemets qui ont pu venir chatouiller un peu cette frontière nord-est. Et cette bataille, c'est une victoire pour l'Empire romain. Ça permet de repousser Attila. Finalement, en bataille qui aura
n'aura que peu d'incidence, parce qu'Attila, quelques années plus tard, il reviendra, il envahira un petit peu le nord de l'Italie, tranquillement, comme ça. Avant de mourir assez pitoyablement dans son sommeil, apparemment, d'une hémorragie nasale. Donc là, on n'est pas sur de quelque chose de très épique. Cette bataille des champs cataloniques aura donc eu le mérite de faire apparaître dans notre histoire de France les Francs. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit peuple du nord de la France, donc plutôt installé en Belgique, qui n'a pas d'autres prétentions, enfin comme un petit peu tous les autres peuples à côté, hein, les Ostrogoths, avec l'Empire romain ça se chamaille, mais c'est toléré, par moments il y a des tribus qui sont versées, des trucs comme ça. Et les Francs vont s'offrir à la Gaule, comme la Gaule va s'offrir aux Francs. En fait, le fait que Clovis, le roi des Francs donc, prenne le pouvoir en Gaule, c'est vraiment une rencontre qui aurait pu avoir lieu qu'à cet instant-là. Il y a tellement de facteurs qui sont rentrés en compte, tellement de planètes qui se sont alignées, pour que ce petit peuple, vraiment petit peuple, arrive à conquérir la Gaule, mais conquérir n'est pas le bon mot, parce que ça n'a pas été que des conquêtes militaires. Et il faut revenir un petit peu avant, et parler un peu de christianisme. Je vais essayer de faire très rapide sur ce côté-là, mais vraiment le christianisme n'est pas, même à notre époque, il est divisé avec le protestantisme, l'orthodoxie, toutes les autres hérésies, qui sont considérées comme des hérésies, mais déjà à l'époque. C'est-à-dire que vous avez vraiment deux branches. Vous avez le christianisme qu'on appelle trinitaire. Donc c'est l'église qu'on connaît, avec Rome, le Vatican, le pape. On dit trinitaire parce que c'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont à la fois trois entités, mais une seule, c'est un truc de croyant. Et vous avez de l'autre côté les Ariens. Donc, Arien, ça sonne gros mot, parce que ça fait peuple arien d'Adolf Hitler, mais ça a rien à voir, si ce n'est la géographie. Les Ariens, c'est des adeptes de l'arianisme, qui est une, comment dire, c'est une religion, qui est née à peu près en Hongrie, il me semble, et qui est très proche quand même de la chrétienté, de la chrétienté de l'Église avec un grand E, celle qui s'imposera plus tard, mais qui diffère sur des points de dogme, donc la Sainte Trinité par exemple, et d'autres, et sur d'autres points. Et finalement, tous les peuples, donc l'Empire romain, lui, c'est la chrétienté trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tous les peuples barbares, par contre, qui viennent du coup de Germanie, et donc de cette Europe centrale, ils sont baignés dans l'arianisme. Vraiment baignés dedans. Et ça, les Gaulois, on va revenir sur les Gaulois, les Gallo-Romains du coup, ils s'en méfient beaucoup, parce que ils considèrent que c'est une hérésie. Voilà. Les Ariens considèrent également l'autre église comme une hérésie. Une hérésie, c'est toujours relatif. Ils s'en méfient beaucoup. Et le problème, c'est que l'Empire, il s'effondre, ils ont déjà vu passer une flopée de barbares, heureusement ils se sont pas arrêtés, donc les Visigoths, les Vandales par exemple, mais ils commencent à avoir les jetons, tout simplement. Vous avez l'autorité de l'Empire qui disparaît, les fronts, les armées, les garnisons se dégarnissent, et vous avez donc l'autorité qui va petit à petit se déplacer. Avant elle était sur le gouverneur, puis les généraux, et elle va se déplacer petit à petit vers les évêques. C'est eux qui vont récupérer, bon gré mal gré, on va dire, cette tâche. Et les évêques, ils sont pas faits pour ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, encore une fois, sera présent dans toute l'histoire, c'est la séparation des deux pouvoirs. C'est le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel, c'est le pouvoir sur les corps. Donc c'est vraiment le président de la République, par exemple, pour citer quelque chose d'actuel, ou le roi. Vraiment, c'est celui qui va vous dire, vous pouvez aller de A à B, par exemple. Voilà.
Et le pouvoir spirituel, ça c'est sur l'esprit, c'est vraiment sur les croyances. Et ça, du coup, c'est le chef de la religion. Donc, par exemple en France, dans tout le Moyen-Âge, ça s'organisera avec le roi qui a le pouvoir temporel et le pape qui a le pouvoir spirituel. Voilà. Mais quand une seule et même personne essaie de récupérer les deux pouvoirs, en général, ça fonctionne très peu de temps. Et donc les évêques, eux, ils récupèrent un peu, ils ont le pouvoir spirituel, donc sur l'esprit, mais ils n'ont pas vocation à avoir celui sur les corps. Et là, ils le récupèrent bien à leur corps défendant. Ils savent pas trop quoi en faire, et ils essayent. Donc les évêques, c'est des gens très importants, hein, c'est pas le curé du coin. Ils essayent de trouver un petit peu que faire. Faut imaginer les gens à cette époque, même les gens du peuple, le peuple du très bas peuple même, qui est dans leur tête, mais qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils ont toujours connu l'Empire romain. Là, l'Empire romain se casse la gueule complet. Si on est près des frontières, on a peut-être vu des batailles, on a peut-être participé à des batailles, on a peut-être perdu des gens face à des barbares dont on ignore tout, qui font peur, qui sont même pas de notre religion. Ça fait peur. Donc le peuple, il va être en recherche d'autorité. Comme de toute façon, tout le temps. Tout le temps, le peuple, il aura voulu de l'autorité. À des instants T, il voudra plus de liberté. Mais 5, 10, 15, 20 ans plus tard, il va toujours faire un retour vers l'autorité. Et je suis persuadé que ça se passerait strictement pareil maintenant. Donc le peuple a peur. Les évêques récupèrent un peu cette peur, mais qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on n'est pas là, on n'est pas des moines guerriers, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ils essayent de trouver une solution et voir quelle pourrait être la suite, finalement, pour les gallo-romains. Et là, ils trouvent ces francs. Donc ces francs, la grosse différence avec tous les autres peuples barbares, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens. Et c'est ça qui va les amener au point de rencontre parfait avec la Gaule chrétienne. Mais tout ça, nous le verrons dans le prochain podcast. Bonne journée à tous.